Donc, je vais vous demander d'abord déjà de vous présenter chacun en disant de quel salon vous vous occupez. Tu parles à eux ou à nous? À vous. En commençant par toi, tiens. Jean-Pierre Aventuriel. Bon alors, puisque c'est succinct, Pascal, Grès Imaginaire. Et Pierre-Marie pour Imaginaire. Mais dites d'où vous venez, enfin peut-être d'où vous venez, parce que nous ils savent, mais... Donc Grès Imaginaire, c'est dans la région de Grenoble. Et Imaginaire, c'est dans le Grand Ouest à Angers. Au départ, on a créé un petit peu cette table ronde dans l'idée de vous expliquer un peu comment on en vient à organiser un salon. Et puis, il y a différentes manières d'organiser un salon. Et puisqu'on a 3 salons de représentés, mais avec 3 types d'organisations qui sont assez différentes. Toi, t'es le plus jeune finalement. Oui, peut-être. Donc je vais te demander finalement, toi tu as repris un salon. C'est ça. Alors d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a les bons organisateurs et les mauvais organisateurs de salons. Indépendamment de ça, donc comme précise Luce, en fait, je suis le 2e président dans l'histoire de l'association. Notre association a 12 ans maintenant et on organise notre 10e édition. Je n'ai pas construit ce salon, je pense que c'est ce qui s'est passé pour Grès Imaginaire, où c'est toi qui as pris la main directement, et je ne m'y connais pas assez pour les Aventuriales, mais tu devais être dans l'équipe de départ. Alors c'est peut-être plus simple de laisser les personnes qui ont commencé, qui ont créé de bout en bout une association puis un salon, et puis moi je vais repartir après sur comment est-ce on l'a pérennisé, puisque nous on est à donc 10e édition. Grès Imaginaire, Ce sera la 4e si elle a lieu. La 6e, et elle a eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. Elle est en cours. Elle est en cours. Pascal. Alors, la création d'un salon, ça part déjà d'une idée de folie. Quand on prend la décision de créer un salon, vous avez votre conjoint qui vous regarde en vous disant « mais tu sais dans quoi tu t'engages ?» Ben oui, on va voir. Tout est parti d'un éditeur. En fait, mon conjoint est auteur. Et un de ses éditeurs lui avait demandé de rechercher dans la région de Grenoble un salon du livre fantastique pour venir présenter ses ouvrages. J'ai cherché un salon du livre fantastique dans ma région, je n'en ai pas trouvé, d'où l'idée de le créer. Alors comme on fréquentait beaucoup de salons du livre fantastique dans la France entière, j'avais une idée de comment ça se passait. J'avais pioché les bonnes idées qui correspondaient à ce que je recherchais et celles que je voulais surtout pas reproduire. J'ai fait un petit mixte de tout ça et je suis partie à la fabrication de ce salon. Donc la première des démarches, j'avais fait une super maquette sur un énorme corson avec comment je comptais organiser ça, si je comptais mettre des animations, enfin j'avais fait plein de petits schémas. Et puis je suis partie à la conquête des subventions. Donc je suis partie, j'ai pris rendez-vous avec tous les élus inimaginables que j'ai pu dans la région, à commencer par la communauté de communes de chez nous. Et je suis arrivée avec ma plaquette et je leur ai dit voilà, j'ai une idée de folie mais j'ai besoin de vous. Il me faut de la logistique et il me faut du financement. Alors pas de problème, j'ai présenté mon truc et là ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais c'est génial, il te faut combien? Je dis ce que vous pouvez. Et on m'a donné une enveloppe et on m'a dit tu as une idée de la salle que tu veux? Oui. Eh ben c'est bon, tu l'as. Et alors dans ma tête je pensais pas que ce serait aussi facile et aussi rapide de faire valider un projet de cette ampleur. Et normalement, le salon, j'avais envisagé de le faire en biennale et en opposition avec Trolls et Légendes en Belgique. Donc cette démarche, elle a eu lieu en 2014. Et quand ils m'ont dit c'est tout bon, j'ai dit mince, il va falloir que je le fasse en 2015 parce que si j'attends 2016, ils vont rien comprendre. Ils vont dire mais elle veut le faire ou elle veut pas le faire son salon. Du coup, on l'a démarré en 2015, la même année que Trolls et Légendes, mais à 8 jours d'écart. On a décalé exprès pour que les 2 salons aient lieu, pour que les éditeurs nous rejoignent, que le public puisse aussi venir. Et puis l'année d'après, donc je l'ai fait en 2016, parce que c'était l'année que j'avais envisagée. Et au final, ça s'est bien goupillé parce que ça lui a donné une pérennité. Il a eu lieu 2 années de suite, donc il a eu son existence. Il a été reconnu. Et l'année 2016, j'ai annoncé donc que je le ferais biennal. Et en 2018, il n'y a pas eu de problème, il a bien fonctionné et on a eu beaucoup de monde. Voilà, bon, 2020, c'est une autre histoire, on en parlera peut-être plus tard. Il devait avoir lieu en avril, puisque donc je suis sur le mois d'avril. Évidemment, avec notre ami Covid-19, vous imaginez ce qui s'est passé.
Donc en théorie, il est là, hein. Il est dans les placards, on est en train de customiser nos jolis flyers et on attend la décision préfectorale pour le valider le 17 octobre. Voilà, sachant que Grenoble est dans le rouge, et que pour l'instant on ne sait pas ce que ça va devenir. Voilà pour la création d'un salon. Alors j'étais dans l'équipe de départ, mais je n'ai pas, enfin j'étais pas, je m'occupais uniquement des comptes en fait à l'époque. Enfin, j'étais apprenti trésorier. Pourquoi on avait créé le salon? On venait tous des Imaginales. Enfin, à l'époque on était une quinzaine dans l'association avec un auteur clermontois que tout le monde connaît ici, je suppose, Jean-Pierre Fontana. Et on avait une association qui éditait une petite revue qui s'appelle Gandahar, que vous trouvez en bas, qui est sur le stand des Mains Ouvertes. Et la revue marchait correctement, et on s'est dit on va pas s'arrêter là, on va faire un festival de cinéma, et puis peut-être ensuite un salon. Donc on a fait un festival de cinéma qui a fait ça a duré 2-3 jours, on l'a fait une fois. Et puis le salon, par contre, c'était plus long, plus compliqué. Il fallait déjà trouver une salle qui nous accueille. Pareil, la recherche de subventions. Et puis la date, trouver une date, parce qu'il y a des salons, vous en avez partout en France, dans toutes les régions. Il ne faut pas tomber en même temps qu'un gros salon, sinon c'est pas la peine, quoi. Donc on a fini par mettre tout ça bout à bout. Donc oui, ça, de toute façon, on a démarré à Ménétrol. La mairie nous a tout de suite accueillis. Enfin, vous voyez, la salle et le site est vraiment chouette. Enfin, il est parfaitement adapté à ce qu'on veut faire. Donc, ils nous ont fait cadeau de la location de la salle, la logistique, les employés municipaux qui sont là pour monter les barnums le vendredi matin. Et puis donc on a démarré comme ça, donc c'était en 2015, avec à peu près la structure que vous avez aujourd'hui, mais plus petit. Je crois qu'on avait juste la salle intérieure. On avait les deux, on avait la grande salle où il y avait des éditeurs. Ouais. La petite salle des indépendants. Et non, dans la petite salle on avait les Jedi. Ah oui, les Jedi. On avait juste en fait, on avait les associations partenaires qui étaient dans la petite salle à l'époque. Et à l'époque, la première année, on avait les illustrateurs, tout était dans la grande salle. Il n'y avait rien à l'extérieur. À l'extérieur, si, il y avait juste les démonstrations de combat, des Jedi, des choses comme ça, mais on n'avait pas... pas d'artisans. Pas d'artisans, on n'avait pas de barnum à l'extérieur. On avait, puisque les fan corps ont rejoint l'aventure il y a seulement 2 ans, en fait. 2 ans. Non, c'est leur 3e année. C'est leur 3e année. Voilà, donc on a démarré comme ça. C'est assez étrange. Enfin, moi, je suis toujours stupéfait. La première, la deuxième, enfin jusqu'à la CFA, je suis toujours stupéfait. On passe une année à bosser, à prendre des contacts, à avoir des gens au téléphone, à discuter avec la mairie, etc. Et puis le jour même, enfin, tout ça pendant toute l'année, tout ça est très virtuel en fait. On discute entre nous, on fait des réunions, on prend des contacts, et puis le jour même, vous avez le truc qui se crée. Donc il y a des gens qui arrivent, qui posent des stands, qui mettent des couleurs partout. Il y a des gens qui arrivent. Je trouve que c'est un petit miracle à chaque fois. Cette année particulièrement, je crois. C'est peut-être le seul. J'espère que non, parce que ça serait vraiment trop triste. Alors, pour les aventuriels, il y a un autre salon dans le coin ou pas? J'ai un doute. C'est celui de Marc Estelle. Il y a 2 salons qui se sont faits dans la foulée des aventuriels, et qui cette année ne se sont pas tenus. Un à Montluçon, et puis un autre à Aurillac. Ok. Aurillac, l'autre monde, donc un autre salon fantastique. À Angers, en fait, on a un énorme souci, c'est qu'à 1 heure d'Angers, il y a 4 gros salons qui se passent. Il y a les Utopies à la Nantes, la 25e heure du Mans au Mans, Quai des Bulles qui se passe dans le coin. Donc il y a beaucoup de salons littéraires avec beaucoup d'auteurs qui sont présents. Et quand l'association s'est mise en place, en fait, ce sont des lecteurs qui étaient des fans d'une librairie qui se sont dit mais à Angers il n'y a rien, et quand on va sur les autres salons on n'a pas forcément ce qui nous plaît. Donc ce sont des clients, des lecteurs qui se sont regroupés pour créer un salon, pour faire venir des auteurs qui les appréciaient et faire découvrir au public angevin des auteurs qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir. Donc ça c'est l'idée de base. C'est un libraire et des lecteurs qui se sont créés. Moi je suis arrivé après, j'ai fait partie de la 3e vague. La moyenne d'âge quand l'association a été créée, c'était à peu près pareil, une 40aine, 50aine d'années. Des jeunes depuis très longtemps, quoi.
Et nous, quand on est arrivé, on avait tous une trentaine d'années, donc pas du tout les mêmes goûts, pas du tout les mêmes références. Et les auteurs qui étaient beaucoup cités par la première génération, on ne les connaissait pas. Donc voilà, on est arrivé un petit peu en opposition avec la première association en disant on est là, on est prêt à donner de notre temps, mais les personnes qu'on veut voir représentées, il faut qu'elles y soient, quoi. Sinon, si on n'invite que des personnes qu'on ne connaît pas, il n'y a pas vraiment d'intérêt, puisqu'on s'estimait aussi représentatif de tout un lectorat. Donc quand nous on est arrivé, du fait qu'il y ait beaucoup de salons qui étaient présents, pour la recherche de subventions, en fait, il y en avait plein qu'on ne pouvait pas avoir puisqu'elles étaient déjà dédiées à des salons existants. Il n'y a que la municipalité qui nous a suivis dès le départ, et sous la forme de « on vous donne une salle gratuite, le reste vous vous débrouillez ». Donc ça s'est passé pendant 2 ans comme ça. La 3e année, on avait déjà fait nos preuves, on existait, comme tu dis, depuis. En fait, pour qu'un salon puisse avoir de la légitimité, il faut qu'elle ait 2 années réussites. On est arrivé la 3e année en disant voilà ce qu'on a réussi, voilà ce que, avec le peu de moyens que vous nous avez laissé, ce qu'on arrive à faire, donnez-nous plus de moyens, on fera encore mieux. C'est ce qui s'est passé. Dans un premier temps, on a eu la municipalité, et lors de notre 5e année, il y a eu la région qui y est arrivée. Cette année, 10e, on a de nouveau une subvention parce que nous créons un prix littéraire, comme les Aventures égales. Donc à chaque fois, en fait, l'augmentation des subventions passe par une nouvelle offre de la part du salon. C'est vrai qu'on ne peut pas se créer, enfin on n'a pas de subvention quand on se crée en fait. Le salon, enfin nous c'est pareil, on a démarré. On avait eu une enveloppe mais ça n'existe plus. C'est l'enveloppe parlementaire là de. Oui, parlementaire qui a disparu, donc. Voilà, on avait eu 2 000 € par le député. Du coin. Et rien de la région, rien du département. Ouais. Et puis donc la mairie de Ménétrol qui nous avait simplement. Enfin, c'est déjà beaucoup, mais. C'est quand même énorme parce que. La libre disposition de la salle et des employés municipaux. Dans les salons qui ont été annulés, beaucoup ont été annulés parce qu'ils devaient avancer les locations de salles et de matériel. Parce que il y a des salons qui sont obligés de tout louer de A à Z. Là, je crois que c'est pas ton cas non plus. Non, moi c'est pareil, j'ai la logistique qui est offerte, donc ça c'est un plus. Par contre, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que mon premier salon, on m'a donné 5 000 € gratos comme ça, quoi. Oh putain. Alors, je suis tombée l'année où les sénatoriales avaient lieu, l'année d'après, et c'est une des sénatrices, elle m'a dit écoute, moi j'ai une enveloppe pour la lecture publique, j'ai 5 000 €, je sais pas qu'en faire, donc je te la donne. J'ai dit, je prends. Si tu as moyen de passer son contact, on n'est pas elle est plus élue, et voilà, ce qui fait que j'ai pu démarrer mon salon avec 5 000 €, j'ai fait tourner mon salon. Comme après, on a beaucoup joué avec le mutualisme sur plein d'autres associations et les médiathèques, les collèges, enfin, on en parlera peut-être, je ne sais pas. Et le bénévolat, les 5 000 € ont largement suffi. Ce qui fait que les années d'après, quand j'ai demandé des subventions à plein d'organismes, je les ai eues, j'ai toujours l'argent pour un salon d'avance, tout le temps. L'objectif, c'est d'avoir ma caisse pour faire un salon d'avance. Le jour où j'aurai plus ce salon d'avance, si j'ai plus de subventions, on verra comment on fonctionne. Mais à l'heure d'aujourd'hui, nous, on ne fait pas payer les stands, par exemple, parce qu'on a suffisamment de subventions pour faire tourner le salon en offrant plein de choses. Voilà. C'est pas vraiment notre cas. On a véritablement, c'est la première année qu'on a vraiment des subventions, et c'est des subventions qui sont à destination des auteurs, puisque c'est le CNL et la... Pas le CNL, non. Non, c'est pas... c'est la Sophia et la DRAC. La Sophia et la DRAC, d'accord. Donc voilà, enfin ça a démarré, la Sophia, parce qu'on a payé nos auteurs l'an dernier alors qu'on n'avait aucune subvention. En fait, on a distribué notre résultat aux auteurs, ce qui a permis de dire, je ne sais pas si on saute une étape ou non, mais vas-y. De tes questions, mais en fait, l'un des gros sujets de ce type de salon qui est en train de monter en puissance, c'est que quand vous êtes un petit salon, vous avez peu de moyens et vous ne pouvez pas payer vos auteurs. Et c'est pas normal, ils viennent, ils font du boulot, et c'est des gens qui gagnent très peu d'argent. Enfin, je sais pas si vous discutez un peu avec les auteurs qui sont en bas, mais la plupart l'essentiel a un deuxième boulot à côté qui permet de se nourrir, quoi. Autrement ils ne pourraient pas. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que les salons payent les auteurs, il y a un tarif qui est édité par le CNL. Non, c'est la charte. C'est la charte. C'est la charte. Et ça concerne les auteurs invités par le salon. Auteurs invités, oui, pardon. Invités par le salon. Donc, pour bénéficier des subventions, de subventions nationales, de la Sophia et de la DRAC, il faut assurer que c'est souvent aller aux auteurs. Sauf que faut démarrer, quoi.
à un moment donné, il faut arriver à trouver un peu de sous pour leur donner en disant l'année suivante, voilà, on a payé nos auteurs, mais on n'en a pas assez, donc donnez-nous un peu plus qu'on puisse payer. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé pour nous. Donc la première année, c'était l'an dernier, on a réussi à donner 100 € par auteur, et puis ensuite on a fait un dossier de demande Sophia et Drac, et aux surprises, pour la première fois, on les faisait tous les ans, ces dossiers. Pour la première fois, on a eu une subvention, donc ça nous a permis d'avoir un peu de sous à donner. Mais effectivement, c'est de l'argent qui va aller directement d'une poche à une autre, et il ne reste rien une fois qu'on a payé les auteurs. Alors ça permet d'avoir des auteurs invités qui sont contents de venir. Voilà, exactement, ce qui est très important aussi. Je rebondis sur ce que disait Pascal. Je ne sais pas pour vous les aventuriers, mais nous, avoir un salon d'avance, c'est clairement pas possible. C'est-à-dire qu'on a nos subventions qui arrivent, on sait vers quoi elles sont destinées, on a des revenus qui sont liés au salon, la buvette, une partie des ventes puisqu'on prend une commission de la part du libraire. Et en fait, ils sont directement réinjectés pour payer justement les frais qui sont en retard, le traiteur et les auteurs. Ce qui veut dire que quand on finit l'année, en tant qu'association, on n'a pas le droit de se faire d'argent dessus. On a une petite trésorerie, mais clairement pas de quoi faire un salon. Donc je pense que là-dessus, je suis très chanceuse pour le coup. Oui, alors heureusement que je suis chanceuse dans ce sens-là, parce que la demande de subvention, on l'a fait en octobre. Enfin, chez nous, c'est comme ça, je ne sais pas chez vous. Donc octobre-novembre. C'était libéré en février-mars. Et moi, mon salon a lieu le 5 avril, et parfois le 5 avril, je ne sais pas les promesses. Donc, entre-temps, le salon a lieu, j'ai déjà engagé plein de frais. Donc les subventions, elles me remboursent en fait le salon, mais j'ai déjà tout payé quasiment. Donc si j'avais pas ce salon d'avance, en fait, je pourrais jamais le créer. Donc je pense aussi que c'est pour ça que, bon déjà, quand cette sénatrice, elle m'a donné la fin de son enveloppe, c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que du coup, nous, ça nous a permis de pouvoir garder cette somme de côté, en fait, ces 5 000 € pour avancer les frais des subventions qui tombent après, mais bien après. Je les touche en juillet à peu près. Donc c'est galère quoi. On est à peu près pareil puisque donc, nous notre salon c'est milieu mai, fin mai, et donc on reçoit la moitié de notre subvention après. Donc en fait nous on engage par contre de l'argent sans savoir si on aura la subvention et on n'a pas d'avance. Et alors du coup tu as découvert ? Une association n'a pas le droit d'être à découvert, mais donc on a des frais qu'on arrive à temporiser. D'accord. Notamment la location de la salle, puisque nous payons maintenant la location de la salle. On a la subvention municipale, mais elle part directement dans la location de la salle. Il y a un côté un petit peu kafkaïen, mais c'est comme ça. Et donc on nous reçoit la subvention pour payer la salle qu'après. Nous, les subventions, d'abord, nous également, on est comme vous, on a réussi à mettre un peu de côté tous les ans pour avoir une année d'avance, en fait. Et c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus confortable. Yes, une question. J'ai une question parce que du coup, vous parlez de subventions. Oui. À part les communes, oui. Il y a quelqu'un qui a parlé de la région, mais oui. Sinon, vous avez d'autres collectivités locales qui vous subventionnent. Il y a la communauté de communes et il y a le département. Pour nous. Alors nous, après, il y a les instances. Nous, il y a la mairie qui a mis 3 salons quand même avant de dégager une subvention. Ma propre mairie m'a donné 150 € la première année. alors que je suis élue dans ma mairie. Ils sont venus me chercher parce que j'étais conflit d'intérêt. Hein. Ah oui. Voilà. Alors là, oui, non mais bien sûr. Ah oui, alors non. Là, il faut démissionner, c'est pas possible. Là, toi, il n'y en avait pas de conflit d'intérêt parce qu'avec 150 €, ça payait à peine l'assurance. Ouais, donc du coup, là maintenant, ils donnent parce que pareil, il fallait faire ses preuves en fait. Donc moi, j'ai eu la sénatrice la première année, ça a été la seule fois où les sénateurs, enfin le Sénat m'a donné des sous. Sinon, après, j'ai 2 lignes avec le département. J'ai lecture publique et puis initiative locale. Donc ces 2 lignes me donnent des subventions. Et donc ça, c'est le département. Et moi, j'ai la communauté de communes qui est super généreuse. Communauté de communes, en fait, je devrais même essayer de demander plus, mais j'ai jamais trop osé, parce que ce que je demande, je l'ai. Donc on grossit un petit peu chaque année. Cette année, tu vois, on avait payé de la communication dans les médias. Donc j'avais dit, voilà, moi, il me faut 1 500 € de plus que d'habitude parce que je vais mettre 1 500 € dans les journaux. Clairement, je vais faire des articles et tout. Alors ça a été fait, ça a été publié, on les a payés et le salon a été annulé. Donc bon, voilà, je me suis dit, c'est quand même pas de bol. Mais voilà, on a donc ça. Et cette année, on a réussi à avoir la région. Parce que nous avait refusé la région jusqu'à présent parce qu'il fallait que le salon il ait 3 années d'existence avec un potentiel derrière. Donc, nous, pour Occitanie, la difficulté...
La difficulté en Occitanie avec la région, c'est qu'en fait, ils demandent qu'on fasse les subventions 2 ans à l'avance. Donc, par exemple, là, si on l'a fait en 2020, ce sera pour 2022. Et ils nous demandent une liste précise de qui sera là, pour faire quelle conférence, pour faire quel atelier, combien d'établissements. Donc, en fait, on ne peut jamais savoir 2 ans à l'avance qui on va avoir. Sur quelle planète? Il faut pipoter. Ouais, c'est Qu'est-ce que tu veux faire? compliqué, quoi. Ouais. Oui, subvention, donc il y a la commune, il y a la communauté de communes, effectivement, mais là ils sont pas très très généreux, enfin, c'est 380 € cette année je crois, donc c'est vraiment pas grand chose. Il y a le département, alors là j'ai 2 lignes du département, il y en a une ligne, alors cette année c'est bizarre parce qu'ils prennent les décisions bien après, ils ont 6 mois de décalage, donc il y a une ligne sur 1000 € et une autre sur 300 €. Mais la ligne de 300 €, la DALD, direction des affaires. Je sais plus. L'an dernier, ils nous ont donné 1000 € parce que j'étais arrivé en fin d'année, j'avais oublié de faire la demande de subvention. Ils devaient avoir du budget, donc ils ont dû nous filer tout ce qui restait. C'était assez sympa, c'était pas prévu. Et puis la région. Et la région qui sont chiantissimes sur les papiers. Ah oui, ça je confirme, les papiers, ouais, c'est trop galère. C'est quasiment une demi-journée à temps plein pour faire la demande de subvention et une demi-journée à temps plein pour justifier de l'utilisation des fonds. Et quand je dis ça, et encore en étant un peu... Alors moi j'ai pas connu la deuxième justification puisque pour l'instant on n'a pas utilisé les fonds vu que le salon n'a pas encore eu lieu. Et alors en termes de suggestions pour les subventions, vous voyez beaucoup de groupes de musique par exemple qui font des mugs, des t-shirts, vous voyez des choses comme ça. Donc, quand on voit les affiches que vous avez eues déjà de faites pour les différentes événementiales, des objets comme ça qui pourraient peut-être permettre... des gens n'arrivent pas à vendre des affiches, ça intéresse personne. Pourtant la première année on avait une affiche de Casa, il était sur place, il a dédicacé, on n'en a pas vendu une. Bon, je sais pas, non, ça intéresse pas. On a dû en vendre 3. Ouais, 3, bon d'accord. Et puis cette année d'ailleurs, si l'affiche vous intéresse cette année, elle est assez jolie, l'illustrateur est présent, c'est Laurent. Il est dans le hall en bas, il dessine en live d'ailleurs. On les vend 2 €, les affiches. Indépendamment des services publics, excuse-moi, je t'ai peut-être coupé. Mais non, enfin, il n'y a pas que les subventions en recettes, effectivement. Donc, je ne sais pas si on parle des autres revenus, mais il y a un peu on a un peu de sponsoring. Voilà, c'est exactement le point dont je voulais aborder. En fait, dans l'association, on a la chance d'avoir des personnes qui ont une formation de comptable. Et il y a 2 types de subventions privées qui sont le sponsoring et le partenariat. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre les deux. C'est une technique pour avoir de l'argent. Il faut savoir que le partenariat, quelqu'un qui arrive, on va prendre le cas de Cognac qui fait un prix littéraire aussi. Cognac arrive et vous dit je vous donne 1000 €. En échange de ça, vous mettez mon nom partout. C'est une charge déductible. Autrement dit, ça a très peu d'intérêt. Par contre, une entreprise qui vient, qui ne met pas son nom à quelqu'un qui est un sponsor, pour le coup, si jamais il n'y a pas de marque de publication, c'est un crédit d'impôt. Et quand vous allez voir une entreprise en lui disant que 2/3 de ce qu'il vous donne est un crédit d'impôt, par exemple, sur 1000 € qu'elle vous verse, il y a 666 € qui sont un crédit d'impôt sur ses impôts de société. Et ça intéresse beaucoup d'entreprises. Il n'y a pas de publicité, mais on en a quelques-unes. Alors moi j'ai essayé le sponsoring parce que j'ai fait tout ce qu'il faut au niveau des démarches de l'association pour faire la déduction fiscale. Ouais. Et ben il n'y a pas moyen. Voilà, nous ils donnent mais pour le sport. Voilà, région de Grenoble, c'est la rando, le ski, les parapentes avec... Quelle idée d'être là-bas aussi. Et ben voilà, la culture en Isère est très très mal connue, elle a du mal à s'implanter et les sponsoring, non, il n'y a pas moyen. C'est pour ça que heureusement que les subventions suivent. Notre petit confrère BD, je dis petit mais j'espère qu'ils vont arriver à le tenir, ils le tiennent la semaine prochaine, BD Lezou, a réussi à avoir un petit peu de sponsoring de la part de la SNCF, mais en faisant des animations dans les gares. Donc voilà, et autrement, moi il y a ma boîte qui nous donne 1000 € mais qui ne veut pas apparaître, parce qu'ils ont vu un jour un Jedi dans les journaux, ils ont dit c'est quoi ces conneries. Voilà. Et puis en privé, en externe, c'est tout. Après, c'est des connaissances ou des choses comme ça, mais on n'a vraiment rien. En fait, il nous faudrait quelqu'un dans l'association qui puisse se consacrer uniquement à cette recherche. Le problème, c'est que c'est ça aussi, c'est qu'au niveau de l'association, on est quand même assez nombreux, parce que vous êtes que 2.
Non, nous, on est 14 à l'année. 14 à l'année quand même. Ouais, 14 à l'année, mais pour les subventions, c'est moi qui gère, parce que je suis une ancienne commerciale, donc ils m'ont dit, toi, tu sais faire, tu vendrais ta mère, donc tu vas chercher les sous. Voilà, c'est vrai que j'arrive à récupérer quand même plein de choses, mais c'est galère. Enfin, c'est vraiment pas la partie la plus intéressante dans un salon. Chercher le financement, c'est très fastidieux. Quand il faut monter les dossiers papier, c'est l'horreur. Donc moi j'ai la chance d'avoir une comptable, une vraie comptable, c'est son métier, bon elle est bénévole, on est tous bénévoles dans la sauce, je l'appelle, je lui dis hop, je dis j'ai un gros dossier à monter, là, j'y comprends que je te l'envoie, tu me remplis, tu me renvoies. Mais la chasse aux subventions, ouais, c'est moi, quoi. Je pars avec ma petite voiture, ma petite plaquette, et puis on va pleurer, quoi. Et des fois c'est pénible, c'est vraiment, vraiment pénible, mais il faut le faire. Alors après, nous, ce qui marche très bien, et là, je commence à être bien implantée à ce niveau-là, donc c'est pas du sponsoring, c'est pas des subventions, mais c'en est déguisé, c'est des partenariats, c'est-à-dire qu'on fait de la mutualisation. Moi, je fais travailler 6 collèges et 3 médiathèques sur 2 jours, donc moi, j'ai les auteurs invités du salon qui viennent dès le jeudi, qui font des rencontres les jeudis, les vendredis, et c'est pas moi qui paye, en fait. C'est les collèges, les médiathèques, et du coup, tout ça, ça me permet, le transport de l'auteur est pris en charge par le collège, je lui fais tout payer, les restaurants, l'hôtel, tout, ce qui fait que moi, sur 12 auteurs invités à la table du libraire, j'en ai 4 à ma charge, en tant que salon. Donc ça, c'est c'est de la débrouille, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, donc c'est une méthode. C'est une tactique qu'on avait pas mal adoptée, mais qui cette année, évidemment, n'a pas marché. Non. Curieusement, surtout en septembre, c'était très dur d'avoir des interventions. C'est même compliqué en temps normal, puisque septembre, l'année démarre juste. Ils n'ont pas encore pris leur marque, et c'est compliqué pour eux d'organiser des... Enfin, je parle des lycées et collèges. Oui, je le vois... d'organiser des rencontres. Quoi. Je le vois avec mon report. En avril, on avait 6 collèges. Il m'en reste 2 en octobre. Parce que les 4 autres, ils m'ont dit « Ah non, mais là, c'est pas possible. Déjà, les classes, c'est pas les mêmes. Ils n'auront jamais le temps de lire les livres de l'auteur. En plus, le budget, il était pour l'année passée. Il ne sera pas voté pour l'année à venir. » Bon, j'ai dit « Ok, on fera 100. » Ce qui fait que là, par contre, comme on est engagé avec les auteurs, on paye quand même la journée d'intervention complète. Et l'auteur va intervenir qu'une fois. Donc on ne paiera pas la charte, le prix qui était prévu ne sera pas mutualisé avec les collèges. C'est le salon qui va finalement tout prendre en charge quasiment cette fois-ci. Bon, ça, c'était pas prévu, mais c'est la faute à la Covid, donc voilà, il faut faire avec. Nous d'habitude, on n'a pas énormément d'interventions, mais on arrive quand même à en décrocher quelques-unes. Et, une douzaine. Voilà, ouais, et là, cette année... une seule, je crois. Oui, il n'y a que Sans-Voisin. Eric Sans-Voisin qui a réussi à en avoir une. Et elle était prévue du printemps. C'est pour ça qu'elle a été maintenue. Et encore, on a su qu'elle était maintenue, je crois, 15 jours avant le salon. Voilà, autrement, il y a les entrées, mais non, elles sont gratuites. Et puis il y a la buvette. Ah, mais cette année, on ne la fait pas, à cause du Covid. Et puis pour nous, il y a le prix des stands. Oui, qui est relativement raisonnable par rapport aux autres salons. Oui, ça on a de toute façon des salons qui sont gratuits, qui ont des stands gratuits, mais nous on a effectivement par rapport à certains salons qui justement non seulement louent les emplacements, mais louent aussi le matériel parfois, parce que par exemple un salon comme les Imaginales, on loue un emplacement vide et puis par-dessus, il faut louer les tables, il faut louer les chaises ou bien il faut les emmener. Quand il y a déjà les cartons de livres, ça fait beaucoup. Voilà. Après, il y a d'autres aussi. Toi, tu as un pourcentage donc, qui est reversé. Oui, c'est ça. Nous, on part du principe qu'on ne veut pas être une charge pour les éditeurs qui viennent. Donc les stands sont gratuits, mais on demande une commission sur les ventes à hauteur de 15%, c'est-à-dire moins qu'un libraire. Si jamais l'éditeur ne vend pas, on ne lui demande rien. S'il vend beaucoup, on lui demande beaucoup. Voilà. Bon, moi, le stand est gratuit, comme je le disais. La seule chose qu'on demande à l'éditeur, parce qu'il faut quand même que ce soit donnant-donnant, on ne va pas tout faire cadeau, nous, on demande des livres en service presse, en fait. On se monte une bibliothèque privée interne qui ne sert qu'aux bénévoles. Voilà. Alors, souvent, on les a en amont, ce qui fait que les bénévoles les lisent. Et puis certains vont aller les acheter sur place parce qu'ils ont adoré le bouquin et ils le veulent dédicacer pour eux. Donc en fait, ça a même un côté positif parce que ça génère des ventes.
Et sinon, là, on a parlé un peu de sous, on a parlé de revenus, et après, chaque salon a un peu son identité, sa façon de fonctionner, un peu, comment dire, ses points forts, c'est ce qui fait qu'il va être différencié des autres. Comment vous définissez votre salon? Parce qu'en plus de ça, vous tournez tous sur d'autres salons et tout, donc vous voyez un petit peu des fois, tu parlais d'inspiration toi aussi, puisque de quel salon tu t'étais inspiré, ce que tu voulais reproduire, ce que tu voulais pas reproduire. Justement, toi, qu'est-ce que tu voulais que ton salon soit, et surtout ce que tu ne voulais pas. Je pense que c'est ça qu'il faut... Ça va vous paraître peut-être anodin, mais moi j'ai eu le coup de cœur avec le salon Fantaisie en Beaujolais à Mâcon. Quand on y a été, c'était notre premier salon fantastique. Et on est arrivé dans une salle, il y avait des draps de fantômes partout au plafond. Enfin, la salle était complètement déguisée. On est rentré dans un décor, c'était magique. Alors ça m'a... Waouh, j'ai dit ça y est, on est parti à l'aventure. Donc ça, j'ai dit, il faudra qu'on fasse. Donc nous, on a essayé de faire des choses dans les salles. Après, la réalité vous rattrape. La première salle qu'on a louée, oui, mais tu peux pas mettre des trucs au plafond parce qu'elle est sous alarme, donc s'il y a un coup de vent, un courant d'air, ça va déclencher l'alarme le soir. Bon, alors ok. Du coup, on est obligé de s'adapter, on fait des décors différemment. Comme je voulais de la mutualisation, j'ai fait intervenir les centres aérés qui m'ont fait des affiches, des dessins. J'ai fait participer les jeunes, on a affiché ça un peu, voilà, histoire de montrer que tout le monde avait joué le jeu. Bon là, cette année, si ça a lieu, on a un grand gymnase de 1200 mètres carrés, donc je vous laisse imaginer que les décors, on ne va pas en faire, parce que je me vois mal décorer 1200 mètres carrés de décors. Donc ça, c'était le coup de cœur de si je fais un salon, comment je le fais. Ce que je voulais surtout pas, c'était les plateaux repas froids. On en a mangé des plateaux repas froids avec le pâté, le jambon, la tomate et la carotte râpée. Non, ça, j'ai dit jamais. Donc j'avais dit, si on fournit et qu'on offre les plateaux repas à tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, les éditeurs, les auteurs, les accompagnants, les bénévoles, il faut que ce soit un plateau repas chaud. Donc ça, on l'a mis en pratique. Jusqu'à présent, on a toujours réussi à le faire et à le tenir. Et puis le petit plus que j'ai trouvé aussi dans un salon, c'est à mes yeux, café été à volonté gratuit pour tous les participants, les exposants. Ça, on le fait aussi. Et les bénévoles passent dans le salon, offrent le café, le thé pour tous ceux qui en veulent. Et les bonbons, les bonbons, on en met un petit peu partout sur les tables des auteurs, ils sont ravis. Bon, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est des petits gestes qui font plaisir. Et puis, moi, je me suis distinguée un peu comme ça, voilà. Après, on a mis en place, nous, des animations musicales. On a l'orchestre, on a un grand orchestre symphonique et violoniste dans la région, enfin dans le village. Et je les fais venir. Bon, cette année, je ne sais pas comment on va se débrouiller, mais donc voilà, c'est un petit truc qu'on ne voit pas forcément dans d'autres salons, mais que je trouve convivial aussi. Alors, ils nous jouent des thématiques musicales sur la thématique du salon. Donc cette année, c'était médiéval, donc il y avait des thèmes abordés sur le côté médiéval. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de différent des autres salons? Après, on fait des tables rondes comme les autres, mais on en fait moins parce qu'on n'est pas expert. Moi, je ne sais pas faire, donc je ne m'en occupe pas. Ouais, je crois que c'est à peu près tout au niveau de ma spécificité, quoi. Donc nous, on a beaucoup agi en réaction par rapport à d'autres. En fait, c'est toujours le problème d'avoir beaucoup de salons autour. On ne voulait pas avoir le côté extrêmement scientifique des utopiales, mais on voulait avoir des auteurs très précis, très pointus dans leur domaine. Donc on a voulu faire venir des gens comme ça. Et ce qu'on a voulu mettre en avant, ça a été exactement comme toi, Pascal, on a mis en avant la convivialité. Il y a à côté d'Angers Chalonnes-sur-Loire qui est célèbre pour son salon de la BD amateur et qui a l'habitude de faire un traiteur amateur qui fait manger des spécialités locales chaudes. Et on a fait appel donc à des traiteurs où les midis et le soir, ce sont des traiteurs qui viennent proposer un repas. En général, il y a 2-3 plats et ça permet que tout le monde puisse manger. Le samedi soir, on a une grande tablée réservée entre tous les intervenants, un peu au festin de Nobelix. Pareil, thé, café, totalement gratuit pour les intervenants, les bénévoles. Dans notre spécificité, on a une anthologie, comme beaucoup de salons maintenant, on a une anthologie, 6 auteurs lauréats amateurs, on a un appel à texte qui est sorti chaque année, donc 3 auteurs polar, 3 auteurs SFFF, science-fiction, fantastique, fantasy, et le reste de l'anthologie, on est entre une quinzaine et une vingtaine de textes.
Donc le reste de l'anthologie, ce sont des auteurs professionnels qui sont là pour épauler des auteurs amateurs. Ce qui nous permet, nous, d'aller voir des maisons d'édition en disant, bah voilà, tel auteur, en nouvelle, il nous a beaucoup plu, je sais qu'il t'a envoyé un manuscrit, essaye de le lire, il a peut-être quelque chose sur sa plume, ça ne veut pas forcément dire qu'il est bon à éditer, mais en tout cas, il a des idées. Donc voilà, nous, notre spécificité, on l'a créée dans le lien entre les auteurs et les éditeurs, où on se permet d'aller voir des auteurs, on se permet d'aller voir des éditeurs, et on fait du relationnel. Et puis sur le salon, le but, c'est la convivialité. On sait que maintenant, avec les moyens de transport, les lecteurs bougent beaucoup. Des lecteurs en juin se retrouvent à Épinal, se retrouvent à Grèce Imaginaire, se retrouvent à Toulouse. Donc des auteurs, en fait, les auteurs que les lecteurs n'ont pas l'habitude de voir, il y en a de moins en moins. Donc on fait le choix de choisir très peu d'auteurs qui ont tourné un petit peu. Ils ont eu un livre sur l'année qui a beaucoup marché, on les fait venir et on propose quelque chose en essayant de mettre en avant un point qu'on estime qui n'a pas été suffisamment mis en avant. Et on fait en sorte qu'au lieu que ça soit une séance de dédicace, ça soit vraiment une rencontre entre un lecteur et les idées. L'auteur étant là aussi, mais qui ne soit que là pour transmettre des idées. Et après, la convivialité, c'est entre l'équipe de l'association et les intervenants. Le repas d'imaginaire du samedi soir, c'est un grand moment fort pour tous les participants. On accepte un petit peu les dossiers sur les auteurs, parce que je crois que j'ai jamais vu autant d'alcoolisme social que chez des auteurs polars, et encore plus chez les auteurs de SF. Et là, on a le droit à des tranches de vie qui se racontent entre les auteurs, puisqu'ils ont tous vécu des choses sur d'autres salons, et on découvre vraiment les personnes derrière les bouquins, et c'est génial. Une question au fond. Merci. Comment est-ce que vous sélectionnez vos auteurs et vos éditeurs? Qui? Vous? Nous? En tant qu'organisateur. Quand on est connu, c'est assez facile, mais quand on n'est pas connu en tant qu'auteur ou éditeur, comment vous réussissez à les avoir à votre salon? Nous, on fonctionne en 3 tiers. On a un tiers qui est dédié aux auteurs auto-édités ou peu édités, micro-éditions, locaux. On fait vraiment une fixation dessus. Le but étant de mettre à l'honneur des gens, quand ce sont des personnes comme ça, qu'on ne connaît pas forcément, même nous on ne les connaît pas forcément, on demande d'avoir des services de presse en amont, on les lit, on voit si ça vaut le coup ou pas. Chaque année, on a une thématique qui se ressent sur le panel présent, pas forcément sur l'ambiance du salon, mais on a une thématique qui nous fait venir un auteur particulier. Cette année, c'est Insurrection, on a choisi des auteurs qui sont liés à l'insurrection et pas forcément que politique ou que rebelle. D'ailleurs, j'ai voulu inviter l'ICAM parce que c'était une insurrection sur les neurocommuns et neuroatypiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais voilà. On choisit le thème, on l'ouvre vraiment et on essaye de porter plusieurs sens à ce thème-là. Après, il y a les maisons d'édition. Là, ce sont les maisons d'édition qui viennent nous voir en disant « Voilà, j'ai tel auteur, j'ai envie d'être présent pour pouvoir mettre à l'honneur tel auteur, tel auteur, tel auteur. » Oui, non, pourquoi? S'ils ont été là l'année précédente, on ne les reprend pas, on essaie de varier un peu les plaisirs. Et puis voilà. Et enfin, il y a les auteurs qui sont les coups de cœur de l'association en disant bah voilà, moi, telle personne, j'ai adoré son dernier livre, il est sorti là, il faut le mettre en avant, si on ne l'a pas, on a loupé notre année. Moi, je peux parler au niveau de la sélection des éditeurs ici, puisque je m'occupe des stands. En fait, étant donné que nous, les stands sont loués, les éditeurs s'inscrivent. En fait, ils font une demande et on va les sélectionner en fonction. D'abord, déjà, il y a certains éditeurs dont on ne veut pas, c'est-à-dire les éditeurs dont on sait que ce sont des éditeurs voyous, comme par exemple les éditeurs qui font du conte d'auteur. Ceux-là n'ont aucune chance d'avoir un stand aux Aventuriales. Ici, donc c'est des. Et ça, de toute façon, c'est assez facile de repérer ce type de maison d'édition. Généralement, il suffit d'aller sur le site internet. À partir du moment où on met en avant plus la recherche de manuscrits que les bouquins qu'on a à vendre, c'est qu'on ne travaille pas sur les ventes de livres, mais sur le chiffre d'affaires que les auteurs apportent en payant pour se faire éditer. Donc, on choisit des maisons d'édition. Il y a des maisons que nous connaissons, dont on connaît le travail, dont on sait que d'une année sur l'autre, on va les reprendre.
Et après, on essaye aussi quand même d'avoir toujours de nouvelles maisons d'édition. On est toujours content d'avoir de nouvelles maisons d'édition. Mais c'est vrai que la sélection, elle va dépendre aussi de... nous, on a un critère, c'est qu'on veut un certain nombre d'auteurs par stand. C'est-à-dire que si l'éditeur veut 3 mètres de stand, il lui faut 3 auteurs. Il faut qu'il nous amène 3 auteurs. Et donc, il y a certaines maisons d'édition qui ne veulent pas amener d'auteurs. Et à partir de ce moment-là, ils ont peu de chances de décrocher un stand. Et après, pour ce qui est des auteurs invités, ça se fait collégialement. Ouais, chacun. C'est un peu l'histoire des coups de cœur. On cherche quand même déjà. Enfin, premier, on cherche à avoir une tête d'affiche. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est des gens qui sont très sollicités, bien sûr. Cette année, on a failli y avoir Juan Miguel Aguilera, mais qui n'a pas pu venir. Lui, nous avait prévenu longtemps à l'avance. Ensuite, on a failli avoir Peter F. Hamilton, qui est resté coincé. Alors lui, il était content, il voulait venir, il n'y avait pas de souci, mais il est resté coincé en Angleterre à cause du Covid. Et puis ensuite, c'est c'est ça, c'est des coups de cœur, c'est des gens qu'on connaît, il y a un peu d'affection aussi, quoi. C'est des gens qu'on côtoie souvent, sur d'autres salons. Ce qu'on fait, c'est que, en fait, nous, comme on est une équipe qui est quand même assez grande, on est une quinzaine d'actifs, chacun fait des propositions, et puis après on vote. Tout simplement, et en fonction des votes. Et après, il y a les votes, c'est-à-dire on choisit les auteurs, puis après on les invite. Il y a ceux qui répondent, il n'y a pas de problème, il y a ceux qui répondent jamais. Et il y a ceux qui répondent on va réfléchir. Voilà. Moi, je fonctionne aussi avec 3 pôles. Donc, on prend des auteurs indépendants également. On a la chance d'avoir un salon qui a lieu tous les 2 ans. Donc, l'année où il n'y a pas le salon, on demande aux indépendants de nous envoyer leurs romans en PDF. Ils font leur préinscription l'année où il n'y a pas de salon. Comme ça, le comité de lecture de notre groupe de bénévoles lit en amont les PDF pour savoir si déjà ça rentre dans la thématique fantastique. Parce qu'on a reçu des livres historiques, on a reçu des livres polars, des belles romances. Alors je leur ai dit, mais pourtant il y a marqué SSF, quoi. Enfin, je comprends pas. Donc je leur fais bien trier, et puis surtout s'il n'y a pas des fautes d'orthographe à toutes les lignes, parce que la première année, on a pris à tout va pour remplir la salle, et j'ai des gens qui sont revenus me voir après en me disant, mais il y en a, ils ne savent pas écrire, vous avez pris des gens comme ça. J'ai dit, bon, il faut arrêter tout de suite les dégâts. Donc on a mis en place ce comité de lecture qui m'en sélectionne, je leur donne le quota de 7 personnes. Ils doivent en choisir 7, ils se débrouillent. Je leur fais totalement confiance. Cette année, je n'ai pas su qui devait venir. J'ai découvert, il y a des gens l'équipe de bénévoles avait annoncé les résultats, et je voyais des gens sur Facebook qui disaient « Ouais, j'ai la chance, j'ai été prise à Grise Imaginaire », et je fais « Ah, tiens, je suis pas au courant. » On n'avait pas encore eu notre réunion de retour, et vous ne l'avez pas dit. Donc c'était complètement, cette fois-ci, vraiment très honnête, je ne savais pas, j'ai laissé gérer, parce que le problème, c'est qu'en étant femme d'auteur, je connais tout le monde, et moi, je ne veux pas prendre parti. Je ne veux pas choisir les auteurs indépendants, je ne veux pas faire de favoritisme. Alors par contre, l'auteur invité, c'est moi, ça, c'est mon gros coup de cœur à chaque fois. Je lis énormément quand j'ai un roman qui me plaît, qui est nouveau. Par exemple, cette année, on a pris Grégory Darosa parce qu'il y a 2 ans, quand il a sorti sa trilogie Sénéchal, moi j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur sur ce bouquin. Et je me suis dit, il démarre, c'est l'occasion de le faire bien connaître. Voilà. Donc j'ai mon auteur invité, j'ai ma thématique médiévale. Allez, hop, là-dessus, après, je demande au groupe de me proposer des noms, parce qu'on a pas mal de bénévoles qui font beaucoup de salons du livre aussi, et qui connaissent aussi la littérature fantastique. Du coup, après, on me propose des noms, et puis moi, j'envoie les invitations, et on en sélectionne maximum 12 sur la table du libraire, parce qu'après, le budget, nous, on ne peut pas suivre. Et voilà, quand tout le monde est rempli, c'est fait. Les éditeurs. Alors les éditeurs, on a déjà la même chose que toi. Les éditeurs à compte auteur, ils sont bannis, mais complètement bannis. Nous, on a 2 éditeurs dans la région qui sont de l'édition à compte d'auteur, on les connaît. Tous les ans, ils me demandent de s'inscrire. Tous les ans, je leur dis qu'ils sont hors délai, mais il y a une année, ils vont finir par être dans les délais. Je ne sais pas quelle excuse je vais trouver. Mais moi, je le dis.
Ouais. Ça faut le dire. Ah, nous on le dit. Ouais, toi, C'est notre ouais. politique, point barre. Donc voilà, alors c'est vrai qu'ils sont locaux, hein, ils sont à 14 km de la maison, hein, donc voilà. Les éditeurs, on en a 2 ou 3 coups de cœur à qui on sait qu'on peut faire confiance, qui déjà nous ont fait confiance à la première édition, parce que la première édition, on a eu quand même beaucoup d'indépendants, parce que j'ai beaucoup d'éditeurs qui n'ont pas voulu me suivre, parce que premier salon à Grenoble, une petite commune perdue dans la campagne, qu'est-ce que ça va donner ? Dans la montagne, hein, pas la campagne. Si, dans la campagne, parce que figure-toi que Grenoble est à 200 mètres d'altitude, ce n'est pas en montagne. C'est entouré de montagnes, mais c'est plat. C'est la ville la plus plate de France, il faut le savoir quand même. Donc c'est bien la campagne. Et par contre, on a 3 ou 4 éditeurs qui ont dit oui tout de suite. Alors ceux-là, tant qu'ils sont d'accord pour venir, qu'ils se réinscrivent, je les prends. Parce que j'estime que c'est une récompense, ils m'ont fait confiance, ils auront toujours ma faveur. Et après, les autres, on tourne. Je demande à l'équipe qui sélectionne, parce que là c'est pareil, je leur ai dit ces 3-là, vous me les gardez, les autres, je vous laisse choisir, sachant que je veux un équilibre. Vous ne prenez pas que des éditeurs SF. Il faut qu'il y ait de la fantaisie, parce qu'il y en a qui sont spécialisés maintenant de plus en plus. Donc j'essaye de faire un équilibre quand même, qu'on retrouve un petit peu tous les styles. Et cette année, je leur ai dit, vous me cherchez de la jeunesse, parce qu'on n'a pas assez de jeunesse. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut essayer de regarder pour que quand le public vient, il y ait pour tous les âges. Sinon, si vous faites que de la SF, vous n'allez avoir qu'une catégorie de personnes. À ce moment-là, il faut faire une convention SF, quoi. Il ne faut pas faire un salon du livre fantastique. Voilà, en gros, comment ça se passe pour la sélection. Est-ce qu'il y a des attributions de postes précis dans vos équipes, vos associations? Vous verrez chacun un petit peu vos... Ouais. L'autre c'est plus de l'humain, l'autre les subventions, ça fonctionne comme ça? Chacun a son, enfin chez nous en tout cas, chacun a son domaine un peu de prédilection. Donc moi ça les fait rire, mais à chaque fois, c'est la demande de subvention du dimanche soir. En fait, on a plus ou moins effectivement chacun notre poste, mais en même temps, on a aussi un système de fonctionnement qui fait que y a toujours quelqu'un qui peut plus ou moins prendre le relais. Oui. Et on n'est jamais totalement seul sur un poste. Par exemple, JP s'occupe effectivement des demandes de subvention, mais avec Dominique. Oui. Moi, je m'occupe de la salle, mais avec Nanette. Je m'occupe aussi de la communication avec Nanette. On a tous plus ou moins. Et puis, on fonctionne avec un système, avec Discord. Je ne sais pas si vous connaissez tous Discord. Et c'est quelque chose de phénoménal parce que ça nous permet à la fois de stocker toutes nos informations, de pouvoir les partager, de pouvoir discuter un point précis en petits groupes ou toute l'équipe. Et des fois, quand quelque chose nous paraît insurmontable, il suffit d'une idée et pour débloquer la situation. Et c'est vrai que du coup, il y a à la fois, on a à la fois, je pense, chacun nos spécialités et en même temps, tous ceux en tout cas qui veulent se tenir au courant et qui veulent participer sont toujours invités à le faire. Donc ils peuvent toujours à un moment ou à un autre intervenir. Alors, moi j'ai une question pour toi, Luce. Dans votre association, vous êtes quand même beaucoup à être ou auteur ou le gros lecteur. Enfin, vous avez tous participé à des salons, vous connaissiez. Oui. Oui. Globalement, oui. Globalement, en fait, au niveau auteur édité, on est 4. Nanette, ta femme, moi. Ça fait 3. Ouais, ça fait 3. Non, attends, et Axel, voilà, et Axel. Moi, j'étais en train de me dire. Et puis, il y a l'autre Zozo là avec moi. On a fait quelques nouvelles. Et sinon, au niveau des salons, on les a découverts. En fait, on a découvert les salons en même temps. Ouais. En fait, on s'est presque connus sur les salons, puisque j'ai fait connaissance, moi, avec Dominique via même forum par lequel je connais Laëlle. On s'est connus comme ça, comme les Imaginales étaient le salon auquel on allait tous les ans. On s'est, quand j'ai fait la connaissance de Dominique, j'ai vu qu'on était presque voisines,
On s'est donné rendez-vous pour faire plus ample connaissance et pour échanger au niveau de l'écriture au départ. Et on a décidé de partir aux Imaginales ensemble. Et c'est en fait aux Imaginales que l'histoire a vraiment commencé pour les Aventuriales, parce que là, aux Imaginales, alors qu'on y est allé avec donc JP, Dominique, on avait Thierry également qui était déjà là, puisqu'on avait fait sa connaissance depuis peu. On a fait la connaissance de Jean-Pierre Fontana, et c'est là que tout a commencé, parce que, effectivement, si on n'avait pas rencontré Jean-Pierre Fontana, je pense que jamais le salon serait né, parce que malgré tout, au départ, c'est ce qui nous a qui nous a amené à nous projeter dans une autre dimension. Donc vous saviez tous de quoi vous parliez, en fait. Vous connaissez tous la thématique, un salon. Voilà. On trouvait ça, je pense que, en fait, c'est Fontana au départ qui avait lancé l'idée de refaire un salon, puisque lui, il en avait déjà fait. Mais au départ, moi, en tout cas, personnellement, je me disais, il est fou. Jamais on pourra faire ça, jamais on n'y arrivera pas. En fait, je crois que j'ai commencé à y croire quand le premier salon s'est ouvert et quand on a commencé à voir les gens arriver dans la salle. C'est une espèce de petit miracle. C'était un petit miracle. D'ailleurs, ça a été le cas pour tout le monde, parce que même au niveau de la mairie et tout, ils nous ont laissé les clés, ils nous ont donné le matériel, mais un petit peu comme ça la première année. Et c'est vrai que à la fin de la première année, quand on a fermé le salon et tout, même Fontana, il voulait démissionner, il voulait tout arrêter parce qu'il était crevé, il n'en pouvait plus. Et en fait, tout le monde avait retrouvé la pêche le dimanche soir, parce que ça avait été un vrai petit miracle. Et, parce que, bon, on attendait pareil, 500 personnes, on a eu 1500 je crois la première. Ouais, c'est ça, on avait vraiment, on avait explosé nos espérances largement, parce que nous on attendait 600 personnes, mais la mairie ils attendaient 200 Pékin, hein, c'est tout. Hein. Et encore ils comptaient les éditeurs et les auteurs. Donc oui, ça... Une question là-bas. Oui, moi je me demande comment vous arrivez à fidéliser vos équipes. Parce que, comment chaque année vous arrivez à garder des bénévoles qui sont d'accord pour prendre des on tape dessus. Non, on les nourrit et on leur file des bons. Et non, je sais pas pourquoi. Les bénévoles, on a déjà un noyau. Je veux dire que je pense qu'au niveau des Aventuriales, on s'est construit avant le salon. On a quand même un noyau de copains. Oui. Je veux dire que même si on arrêtait les Aventuriales, on continuerait à se voir. Et donc on prend énormément de plaisir à travailler ensemble. Les réunions, c'est pas seulement des réunions de travail, c'est aussi des gueuletons. Voilà. Et après, il y a des gens qui rentrent et qui sortent de l'équipe tout le temps. Parce qu'ils ne peuvent plus, ou bien il y a des gens, ce qu'il y a, c'est que quand quelqu'un se met en retrait parce qu'il ne peut plus, parce qu'il a d'autres actualités ou d'autres choses, on ne le force pas, il fait ce qu'il a envie de faire, ce qu'il peut faire, et s'il n'est pas disponible, il n'est pas disponible. En fait, on n'est pas tous investis sur 15 personnes, on n'est pas tous investis de la même manière dans l'organisation. Voilà. Et les bénévoles, après, ce sont souvent des étudiants qui nous rejoignent en cours de route et qui après, on a des étudiants qui sont rentrés au départ un peu comme bénévoles, stagiaires et tout ça, et puis qui se sont bien installés dans l'équipe, comme Imran, comme Amandine, comme Maëlia cette année, qui a rejoint vraiment l'équipe cette année. Après, il y a des gens, en même temps que Maëlia, il y a on utilise aussi beaucoup nos enfants. Il y a un garçon qui était bénévole l'année dernière, qui s'est spontanément inscrit dans l'association et qui a lâché presque tout de suite. On ne l'a pas revu. On a régulièrement ce genre de choses, mais je pense que c'est toutes les associations. Les gens font comme ils peuvent et des fois ils pensent qu'ils peuvent faire et puis il y a des fois où ils ne peuvent pas. Donc je pense que l'idéal c'est de laisser toujours la porte à la fois ouverte et puis surtout laisser chacun s'exprimer. Je pense que ça, c'est une chose extrêmement importante et c'était un des problèmes qu'on avait un peu avec Fontana, c'est qu'il ne laissait pas tout le monde s'exprimer et c'était devenu un problème nous, au niveau de l'association, alors que maintenant... Du coup, il prenait tout sur lui, quoi. Voilà, il prenait tout sur lui, il voulait tout contrôler et à l'arrivée...
C'était compliqué parce que il étouffait tout le monde, alors que maintenant, quand on fait des choses sur le Discord ou quoi, on se rend compte que tout le monde, absolument tout le monde, peut apporter des idées géniales. Cette année, entre autres, au niveau du prix, de l'organisation du prix, on a Fabien qui nous avait amené l'histoire des kakémonos, de proposer des kakémonos, comme ça, et de les mettre dans les médiathèques. Et en fait, c'était une idée géniale parce que non seulement ça fait de la pub pour les auteurs du prix et pour le prix, mais ça fait aussi de la pub permanente pour les aventuriers. Et finalement, c'est un petit investissement parce que vous avez juste la bâche à renlasser d'une année sur l'autre. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Chacun apporte sa petite touche. Et si on n'avait pas le dialogue et la possibilité que chacun puisse donner ses idées et intervenir, il y a plein de choses qui n'existeraient pas. Alors moi, je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps. Nous, au niveau de l'association, pour ce salon 2020, chacun effectivement a un gros rôle de répartie, parce qu'on a créé les comités de lecture, on a créé les personnes qui vont gérer la distribution des flyers, ceux qui vont gérer la restauration, tout ça. Mais les premières années, au moins les 2 premiers salons, moi j'ai tout pratiquement porté sur les épaules, parce qu'au niveau des bénévoles, il n'y avait que mon mari qui était auteur, qui connaissait les salons, et moi-même. Et j'ai fait venir plein de copines, mais des copines de chorale, des copines de collège, parce qu'on faisait les conseils d'école et tout. Et elles n'y connaissaient rien. Les 3/4 n'avaient jamais lu de fantastique. Et le quart restant n'avait jamais. La totalité n'avait fait aucun salon du livre. Tu as réussi à avoir une vie à côté quand même. Ouais, non, mais ça a été grosse galère. Je sais que j'ai eu énormément de stress. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce que j'ai réussi à déléguer. Voilà. Mais les 2 premières années, quand tu portes tout, c'est lourd. Tu as des fichiers Excel de partout, tu te dis, alors moi je les faisais venir, je leur disais, vous m'aidez, là faut repointer, l'ordinateur, le papier, vous contrôlez, tac tac, parce que moi toute seule je voyais plus les lignes, je voyais plus rien, je mélangeais tout. Là maintenant, voilà, j'ai beaucoup délégué, donc j'ai une personne qui gère le site, j'en ai une autre qui va gérer les inscriptions, le comité de lecture, les indépendants, je ne m'en occupe plus, je leur envoie, d'ailleurs il y a une adresse inscription cette année, j'ai pas géré, les éditeurs partaient, ils s'inscrivaient sur le Gmail. Moi je suis free, eux ils allaient chez Gmail, je sais pas qui gérait le Gmail, une collègue, mais donc voilà, je leur ai dit, je veux tant de pourcentage de SF, tant de fantasy, machin, vous gérez, ces 3 éditeurs là je les veux, le reste vous faites votre salade. Mais les premières années, ils connaissaient pas, ils savaient pas qui était éditeur en fantastique, qui était auteur, qui machin, qui truc, qui bidule. Bon Facebook est mon ami, les messengers, les messages privés, et tu contactes et tu te débrouilles comme ça quoi. Donc ça, c'était pour répondre un peu aux deux, en fait. Voilà. Maintenant, ils ont été formés, parce qu'en fait, j'ai dû former l'équipe. Donc les 10... donc au départ, il y avait les maris, il y avait les copines de chorale, les maris qui sont venus, et leurs enfants. Donc on avait les 3 générations, on avait les ados. Donc on avait des ados de... Mais c'est hyper important, parce qu'au final, la première réunion du premier salon, je leur ai dit, voilà, moi je vous explique, mon bébé c'est ça, on va faire un salon du livre. Alors un salon du livre, ça se passe comment? J'avais ma plaquette, vous savez, que j'avais emmenée aux élus. J'avais la même. Je leur ai dit, voilà, on va faire ça, ça, ça et ça. Alors par contre, vous n'avez jamais vécu ça. En tant que lecteur, en tant que public, vous allez dans un salon du livre, qu'est-ce que vous voulez trouver? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Sous quelle forme? Et là, tu as plein d'idées confusées. Des idées de jeunes, parce que tu avais les ados de 15-16 ans qui étaient au lycée, les idées des maris, parce que les maris, faut pas croire, mais les conjoints, ça sert. Occasionnellement, ça peut apporter un petit plus. Et puis les copines qui, elles, avaient des idées au niveau de l'organisation, parce que quand on fait de la chorale, on fait aussi des animations. Quand on fait des conseils d'école, on gère plein de choses avec le conseil d'école et les sorties scolaires. Donc les filles, on était plus dans l'organisation et les hommes et les jeunes dans les idées nouvelles. Et c'est là qu'a émergé plein de trucs en fait. On a mis en place un concours photo depuis deux salons, le 2018, le 2020. C'est pareil, c'est des bénévoles qui ont pris ça en route et voilà. Mais alors depuis que l'équipe est formée, chacun a un rôle. Ils ont choisi ce qu'ils voulaient. Alors nous de notre côté, on est parti sur la base, on est une association de 1901, il n'y a que 2 rôles qui sont obligatoires, celui du président, celui du trésorier, le reste n'est pas du tout obligatoire. La répartition est vraiment faite aléatoirement et on s'est organisé en pôles. On avait le pôle imaginaire, on avait le pôle polar, on avait
Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que notre association fait un salon, mais nous sommes chroniqueurs, nous avons 2 émissions radio par mois, nous faisons partie du comité d'acquisition des bibliothèques, donc nous avons quand même pas mal d'activités qui n'ont rien à voir avec le salon n'est qu'un de nos outils. Et donc, nous sommes partis du principe que ceux qui rentraient dans l'association, ce sont ceux qui allaient donner un coup de main tout au long de l'année, mais ceux qui donnaient un coup de main sur une activité à un moment donné n'avaient rien à faire dans l'association, ils étaient force de proposition, mais c'était des bénévoles plus, quoi. Donc, dans l'association, nous ne sommes que 6. Après, nous regroupons une trentaine de passionnés qui sont chacun là pour un truc. Quelqu'un qui va donner un coup de main pour le salon Polar peut très bien n'avoir accès qu'à cette discussion-là et n'avoir rien à faire de tout le reste des discussions de l'association. Et quelqu'un qui va être par exemple chargé de la communication à SFFF peut très bien être jury pour le Polar et pas du tout chargé de la communication pour le Polar, etc. Donc les personnes qui vont avoir une activité, on parlait des demandes de subvention, quelqu'un qui fait une demande de subvention pour la partie SF peut très bien n'avoir pas les demandes de subvention à faire pour la radio, pour les demandes de service de presse, les choses comme ça. On fait suivant nos goûts de chacun et surtout selon ce qu'on est capable de donner. On ne rentre dans l'association ou n'agit sur l'association que à la limite de ce qu'on est prêt à faire. C'est la seule règle qu'il y avait, et si jamais on n'éprouve plus de plaisir dans ce qu'on fait, en fait on s'en va. Et c'est juste ça. On fonctionne en association, mais je crois que les Imaginales, eux, c'est la mairie qui s'en occupe directement du salon. Enfin, Oui, tous les salariés ne fonctionnent pas comme ça, il y a des salariés en plus. Enfin, après, c'est des gros salons. Moi, en fait, quand j'ai monté le salon, j'ai amené ma plaquette. Moi, je pensais donner l'idée aux élus pour qu'eux l'organisent. Dans ma tête, je pensais que ça se passerait comme ça, moi, toute naïve. Je me suis dit, voilà, je leur apporte le projet, je vais être derrière pour les aider, mais voilà, ils se débrouillent. Et en fait, non, ils m'ont dit, non, c'est super, mais tu te débrouilles, t'as besoin de quoi? Voilà, donc j'ai dit, bon, il va falloir faire quelque chose. Et j'ai rappelé Fantaisie en Beaujolais, et eux, ils m'ont dit, ah mais non, mais nous, c'est l'office du tourisme et la mairie qui fait le salon. J'ai dit, ah ouais, alors là, ça va pas m'aider. Et ils m'ont dit, faut monter une assoce. Et là, j'ai dit, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Bon, si, ça s'est fait. Vas-y, je t'écoute. Parce que vous dites, vous faites déjà de la radio, en plus du salon, vous avez des activités annexes, en plus qu'avec l'éditeur, quoi. En fait, on a une anthologie annuelle, donc on est aussi éditeur, mais c'est en lien avec le salon. Il y a quelque chose que j'aimerais aborder qui n'a pas grand-chose à voir avec l'organisation d'un salon, c'est celle de la responsabilité d'un salon. Vous n'êtes pas tous sans avoir accès aux réseaux sociaux actuellement, je vais notamment parler de la cancel culture actuellement, et puis aussi des auteurs que nous invitons et des auteurs que nous n'invitons pas. Récemment, notre association a publié, comme chaque année, un appel à texte, celui de l'année prochaine, dont le thème est Orient Extrême, un jeu de mots avec l'Extrême-Orient, et un jeu de mots avec l'Orient Express de Agatha Christie. Lorsqu'un salon organise une année avec un thème, ou invite un auteur, un éditeur, c'est exactement le même principe sur lequel nos 3 salons n'invitant pas les éditeurs à compte d'auteur, nous prenons la responsabilité de coopter les pratiques qui sont faites. Donc on le fait avec les éditeurs, on choisit de prendre des éditeurs ou non. Là c'est très simple, hein, les éditeurs à compte d'auteur, pour moi c'est du parasitisme, il n'y a aucun intérêt à les avoir, aucun intérêt à leur donner de la légitimité. Dans le cadre d'un thème, d'un mot, d'un genre ou des actes d'un auteur, c'est un peu plus compliqué. On a eu le cas avec un auteur qu'on a fait venir. Pendant le salon, il y a eu des mots et des gestes déplacés, c'est arrivé dans pas mal de salons. Le fait de réinviter un auteur dont on sait qu'il va avoir ce type de comportement, c'est donner de la légitimité à ça. Ce que ne peuvent pas faire forcément beaucoup de salons de grande envergure qui sont quand même très liés avec l'attrait au public. Les petits salons, eux, ont un rôle à jouer dans le sens où nous allons pouvoir choisir les auteurs que nous allons faire venir en disant tel auteur, tu as beau écrire des choses magnifiques, si jamais tu n'es pas un bon homme, tu n'as rien à faire chez nous. Donc ça aussi, c'est la responsabilité et c'est aussi une sorte d'humilité que doivent avoir, alors vous pourrez donner votre avis dessus, mais c'est l'humilité que doivent avoir l'organe de préparation des salons en disant voilà, j'ai utilisé un tel terme, nous c'était l'Extrême-Orient, qui était un mot connoté colonialisme, je l'ai appris à cette occasion-là, où il faut savoir se montrer humble en disant j'ai choqué quelqu'un, j'ai blessé quelqu'un, c'est de mon devoir de présenter mes excuses et de modifier. De la même manière qu'avoir des bénévoles qui subissent du harcèlement, à la limite du harcèlement sexuel, il faut le dire à l'auteur, c'est pas parce que c'est un auteur qui vend, qui est connu internationalement, qu'on ne peut rien lui dire. En ce qui me concerne, je crois pas qu'on ait jamais eu de... En tout cas, ça ne nous est jamais remonté de problèmes particuliers. On a eu
quelques auteurs qui se sont montrés désagréables. Et ça, je crois qu'on a tous ce type de problème à un moment ou à un autre. C'est plutôt genre caprice de star. Oui. Et ça, bon, ben, je veux dire, on est tous bénévoles. Si on nous fait suer, ben, il ne faut pas espérer être réinvité, ça c'est certain. Oui, alors moi, c'est exactement comme toi. On n'a pas été confronté encore à ce genre de problématique. Par contre, des auteurs désagréables, oui. Des éditeurs désagréables aussi. Bon, ben, on a déjà une blacklist. On n'a que 4 éditions, on a déjà une blacklist. Ce qui est quand même dommage. Voilà, mais tant pis. Alors, pour le coup, je fais partie du public et je vais vous poser une question. Dans l'un des salons, on va prendre, je sais pas, un salon à Toulouse. Tiens, à Toulouse, vous montez enfin votre salon et vous avez chez vous un auteur qui se passe mal. Est-ce que vous diriez aux autres, vous iriez voir les autres salons en disant cette personne, il ne faut pas que vous la réinvitiez parce qu'elle s'est comportée mal chez moi? Ça dépend. Si c'est le cas que tu évoquais tout à l'heure avec des questions de harcèlement, de choses comme ça, je pense que oui, je ferais remonter, ne serait-ce que pour épargner aux autres organes d'avoir à gérer ce genre de phénomène. Par contre, si c'est juste des histoires de caprices de star, chacun gère ses caprices de star. Voilà. Après, c'est effectivement parce que le type de problème dont tu parles, ça relève quasiment de la loi. Oui, c'est ça. Donc, à partir du moment où on enfreint la loi, puis même si on ne va pas forcément porter plainte parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Je veux dire, à partir du moment où quelqu'un, effectivement, commet des gestes qui sont répréhensibles, oui, moi je pense, en tout cas, en plus de ça, là, on parle, mais on a monté un espèce de petit groupe secret Facebook pour pouvoir se tenir au courant de certains trucs et puis pour se tuyauter sur certaines choses aussi. Donc, qui est très utilisé, hein, mais qui, de temps en temps, ça permet justement de se poser des questions quand on a des petits trucs un peu délicats. Bon, je vois Pierre-Marie, quand il a eu ses petits soucis, on en a un petit peu discuté aussi. On discute entre nous, comme les auteurs discutent entre eux de leurs éditeurs, comme les éditeurs parlent entre eux des auteurs. Et les salons... les auteurs parlent des salons aussi. Exactement. Donc, je veux dire, c'est ça, il faut être responsable de ses actes, et à partir du moment où on est... à un moment où il faut les assumer. Et puis, je pense qu'on partage quand même des valeurs assez communes. Et je sais que si j'étais confrontée à Imagina Libre, à un auteur qui se comporte en dehors de mes valeurs, je sais que j'irai voir lui pour lui dire « Ah, tiens, je te préviens que cette personne n'est pas fréquentable. » Voilà. Oui, je pense aussi. Et puis on est quand même, oui, je pense qu'on est un peu tous sur la même longueur de ce point de vue-là. Alors c'est pas le cas effectivement de certains salons, et surtout les salons commerciaux, on va dire. À partir du moment où les salons... parce que vous avez quand même, vous avez là devant vous essentiellement des salons qui sont des salons de gens qui sont investis et qui le font pour leur plaisir et par passion, vocation. Donc on n'a pas pour montrer de l'argent, nous on n'a pas besoin de faire de chiffres, on a juste besoin de ne pas tomber en déficit. On n'a pas du tout les mêmes impératifs. Donc on peut faire passer effectivement notre... Non, finissez. Oui. Non, mais c'est bon, je crois. Alors, est-ce que vous avez une espèce de ratio entre auteurs chez les grosses maisons d'édition, des moyennes, des petites, de l'auto-édition? Comment vous... c'est juste la qualité des textes, ce que vous... Nous, on s'occupe... Alors, nous, on n'a pas de... Au niveau de la présence dans la salle des éditeurs, on ne fait pas de contrôle sur la qualité des textes. On estime que c'est le boulot de l'éditeur. On a actuellement une 30aine de maisons d'édition sur le salon, à peu près 120 auteurs, je ne sais pas combien de titres. Déjà, on organise un prix, donc on lit les textes qu'on nous envoie pour le prix, mais on ne peut pas s'amuser à vérifier la qualité des livres.
Après, des fois, on a des remontées au bout d'un an ou deux que, telle maison d'édition, il y a plus de fautes d'orthographe que de pages. Donc, ils vont passer plutôt en dernier sur les listes parce que de plus en plus, moi, je suis obligée de refuser. J'ai pas assez de place pour tout le monde. Donc, c'est vrai que là, à partir de ce moment-là, on a un critère de sélection. Je veux dire, si je dois choisir entre La Volte et certaines maisons d'édition où je sais que c'est limite au niveau de la qualité parce qu'on l'a justement remonté, je veux dire, ce sera La Volte. Il n'y a pas de souci. Oui, moi c'est un peu pareil. Alors moi, on est beaucoup moins nombreux, on n'est que 14 à 15 maisons d'édition et 60 auteurs. C'est une volonté par rapport au public. Nous, tant qu'on n'a pas un public qui suit derrière, c'est comme j'expliquais, Grenoble est très sport. La culture, c'est encore... Il faut y aller progressivement, il ne faut pas les faire fuir, parce que si on leur fait trop peur, ils ne vont pas rester. Donc nous, on avance, on rajoute 10 auteurs chaque salon, chaque édition. Donc on a commencé avec 40, on est à 50, 60 cette année. On essaye de monter en fonction du public. On lit pas tout. Moi, la seule chose qui est lue, c'est les indépendants. Parce que là, ils n'ont pas de contrôle, ils ont pas de, normalement, en théorie, ils n'ont pas de correcteur. Donc, puis on vérifie que ça rentre dans la ligne éditoriale. Dans les éditeurs, on contrôle quand même... après, il y en a qui passent, qui vérifient le jour du salon et on s'est fait avoir. C'est arrivé avec 2 éditeurs. Des éditeurs qui ne font pas que du fantastique. Et qui amène quand même la collection romance. Alors ça, c'est très désagréable, parce que moi, quand j'ai monté mon salon du livre à Grenoble, dans la région, il y a 7, 8 salons du livre génériques, mais à 10 km de la maison. Et nous, on faisait partie de ces salons-là en tant qu'auteur à l'époque. Et quand j'ai monté mon salon, j'ai pris une date qui ne correspondait pas à ces salons existants, pour ne pas leur marcher dessus. Et je leur avais bien dit, ne vous inquiétez pas, on sera spécialisé SSF, donc on vous gênera pas. Et quand tu vois des livres en romance, alors qu'il y a un salon romance qui a lieu 15 jours ou 3 semaines avant, ça fait pas plaisir. Donc ces éditeurs-là, il y en a certains, on les a pas pris, comme ça on n'a pas eu de surprise. Mais c'est vrai qu'après, on ne peut pas contrôler tout ce qui est sur le salon. C'est les bénévoles quand ils passent. Moi-même, j'ai pas le temps. Le jour du salon, je ne tiens pas un poste précis. En tant que présidente, ils n'ont jamais voulu me donner un poste précis, mais j'ai compris pourquoi en fait. Parce que comme j'ai mis maintenant dans mon tableau Excel, je me suis nommée électron libre. Parce que je suis partout en même temps et je fais tout. Il y a un problème, c'est Pascal. Il faut régler ça. C'est pompier volant. Voilà, c'est ça. Attends, non, moi c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est telle personne qui est déléguée. L'autre jour, il manquait du Nutella pour les crêpes. J'ai dit, la personne qui fait les courses, elle est où? C'est elle qu'il faut aller voir, c'est pas moi. Moi, je suis là, les médias vont arriver, France 3 et tout, il faut que je sois présente parce que c'est moi qu'on interviewe. Bon, des fois, je m'en passerai bien, mais par contre, j'ai pas de bénévoles qui veulent faire la presse. Bon, il y a des pôles comme ça que tu n'arrives pas à combler. Mais sinon, oui, voilà, les auteurs, les éditeurs, tu fais confiance, quoi. T'as pas le choix. Par contre, un pourcentage. On essaye d'équilibrer entre toutes les thématiques pour qu'il n'y ait pas que de la SF ou que de la fantaisie. Et un peu d'indépendants, parce que j'estime qu'il faut aussi les faire connaître, et puis que c'est aussi un métier qu'ils ont besoin de ça pour vivre. Il y en a certains, ils sont à leur compte, complètement. Et puis après, les auteurs libraires, je te dis, nous on en prend une douzaine max, parce que comme on paye, c'est le salon qui paye, même si on mutualise avec les collèges et les médiathèques, il y en a une grosse partie quand même qui est à notre charge. Voilà. Nous, on a une vingtaine d'auteurs qu'on invite nous-mêmes. En fait, la majorité des auteurs invités, c'est pour nous, on ne mutualise pas beaucoup. La séparation qu'on fait entre des maisons d'édition sûres et des maisons d'édition, on va dire pas sûres, c'est la distribution. S'ils sont distribués par des grandes lignes de distribution, on considère qu'ils sont sûrs et on fait confiance. Tout ce qui n'est pas fait par une chaîne de distribution, on passe par la cooptation. Si jamais il y a une maison d'édition qui arrive, même une jeune maison d'édition, il faut qu'elle soit cooptée par quelqu'un. Et si jamais ce n'est pas le cas, on essaie de les rencontrer pour pouvoir discuter avec eux. En bas, il y a Inception Édition et j'ai perdu la deuxième. Il y a 2 maisons d'édition, Ogmios, dont les premiers salons se sont passés à Imaginaire. Ce sont des nouvelles maisons d'édition qui se sont créées. Ogmios, il est dans le sud et Inception est à Angers. Ogmios a été coopté par des auteurs que je connaissais et Inception, on les a rencontrés parce qu'elles étaient du coin. Donc là, vraiment, on fait confiance, mais la première année, tu vérifies un petit peu ce que ça propose, forcément. Après, dans l'association, il n'y a pas 2 personnes qui ont les mêmes goûts, donc on a toujours quelqu'un qui va apprécier ce qui est fait. C'est un peu notre cas aussi. Ouais,
Merci. Pour aller plus loin, là on a beaucoup parlé de la création, ce qui était le sujet de la table ronde. Mais si on peut aller un petit peu plus loin, quelqu'un avait lancé il y a quelques années l'idée de fédération des petits salons, en fait, pour mutualiser, je ne sais pas pourquoi, mutualiser les idées ou quoi que ce soit. Il y avait eu une discussion comme ça qui était faite par Stéphanie Nico des Imaginales, et l'idée n'était pas la fédération des petits salons, mais la mutualisation des frais pour faire tourner des auteurs. Alors je pense que c'est de ça que tu parles, mais je peux me tromper. L'idée c'était que par année, les salons se mettent d'accord pour qu'il y ait 3, 4, 5 auteurs qu'on fasse tourner dans toute la France, qu'on mette à l'honneur sur une année. Pas comme un prix où chaque salon va pouvoir féliciter un ouvrage, mais qu'on va pouvoir mettre en avant un auteur, soit pour sa sortie récente, soit pour l'ensemble des œuvres qu'il ait fait, mises en lumière par la sortie récente. Il y avait cette idée-là. Ça a été une idée. Non, après, je crois qu'au niveau de la mutualisation, à part ce qu'on a essayé de monter, nous, plus ou moins, justement, de se tenir au courant un petit peu entre salons qui avaient les mêmes types de visées, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est plutôt des conseils. Moi, là, par exemple, typiquement, je reporte mon salon en octobre. Je savais que Ménétrol, les Aventuriales étaient avant moi. J'appelle Luce l'autre jour, dis donc, du gel hydroalcoolique, t'as acheté combien de litres? Non mais voilà, des trucs basiques, mais tu pars sur quelle base? Tu sais pas. Donc je sais qu'ils en ont acheté 10 litres. Dimanche soir, je leur demanderai combien il en reste. S'il leur en reste 7, ben, j'en achèterai pas 10. Si... Ça, c'est la mutualisation. Non mais voilà. Ce que je veux dire, voilà, c'est le groupe Facebook qui a été monté. Tourner des tables. Ben voilà, non, mais il sert aussi à ça. Il sert à savoir comment t'organiserais tel truc. Ben, la jauge. À un moment donné, je reçois de la mairie. Ah, vous n'avez plus le droit de faire ce que vous voulez pour les Grès Imaginaires. Là, avec le Covid, en octobre, vous avez une jauge 300. Ah ouais, et ça marche comment ça? Luce, vous avez une jauge, comment ça marche? Il y a 2 jauges. Voilà. Donc en fait, voilà, ça va plutôt... Il faut qu'on te fasse passer le dossier qu'on a déposé. Ouais, je veux bien, ça me fera un gain de temps. Je crois que... Nous aussi. On a eu des félicitations. Pour la préfecture, parce que ça m'intéresse Oui. très sérieusement. Oui. Ah oui, ils nous envoient le cahier des charges, et puis nous à interpréter ce qu'ils veulent, et à déposer un dossier. Parce que nous, ils nous ont rien envoyé, ça pour les convaincre. On t'enverra le lien. Puis le dossier, oui. Je sais pas, tu laisses ton adresse mail en bas, et puis... Plus sérieusement, la mutualisation d'un auteur est extrêmement compliquée parce que, contrairement à ce qu'on croit, un auteur, ça a une vie personnelle. Et donc, de temps en temps, ça repart chez lui. Donc, en fait, sur un salon, le faire venir ou le faire repartir, c'est extrêmement difficile de mutualiser. L'autre idée qu'il y avait été mise, toujours avec Stéphanie Nico, c'était soit des thèmes de table ronde à avoir, à pousser, soit une mutualisation pour des expositions qui avaient été aussi émises, et de tableaux. Pour l'instant, on en reste sur ces idées-là. Quand on a commencé à en discuter, ça remonte aux Utopiales de 2018, donc il y a eu 1 an de réflexion avec beaucoup de mouvements sociaux, et puis après il y a eu le Covid. Donc en fait, les idées, de par l'actualité, ont été très difficiles à mettre en place. Pardon. Oui, enfin cela dit, moi elle m'a téléphoné parce que elle a reporté Imaginal. Les Imaginales le même week-end que moi, et au fur et à mesure que ça se concrétisait, les Imaginales le même week-end que moi, j'ai des auteurs invités sur ma table de libraire qui m'ont contacté en me disant on vient plus chez toi, on va aux IMA. On vient plus chez toi, on va aux IMA. Et 1, et 2, et 3. Et j'ai dit oulalalala, ça va donner quoi cette affaire? Alors j'ai tout de suite envoyé un MP aux Imaginales en disant est-ce que je peux savoir ce qui se passe là? Vous êtes en train de me faire une hémorragie sur Grès Imaginaires. Moi bientôt j'ai plus d'auteur. 15 minutes après, coup de fil de Stéphanie Nico. Et là, on s'est expliqué. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu arrêtes l'hémorragie. Moi, j'ai plus d'auteurs sur ma table de libraire. Si tu me les prends tous, moi, je peux pas lutter. Hein. Petit salon, 1200 visiteurs. Les Imaginales, 100 000. Enfin là, peut-être que 10 000 parce que c'est une petite édition. J'ai dit, à un moment donné, stop, quoi. Alors, elle me fait, là, j'ai pas le choix. Nous, c'est le prix. Ils ont un prix, donc on va leur remettre le prix. C'est des auteurs que je peux pas t'enlever. Mais donne-moi la liste de ceux que tu as encore sur ta table. J'y toucherai pas. Donc on s'est arrangé comme ça. Et là, donc ça remonte à 1 mois à peine, elle m'a reparlé de cette mutualisation des salons avec cette fameuse exposition, et qu'on allait être convoqués fin septembre, début octobre, qu'on était tous invités, qu'on ferait, voilà. Et j'attends toujours.
Cela dit, moi, mutualiser avec les Imaginales, je vois pas trop d'intérêt. Nous, Petit Salon, si c'est pour donner une partie de nos subventions pour l'aider elle va m'apporter quoi? Enfin, je vois pas trop, là, j'ai du mal à comprendre. Alors, pour te répondre, parce que je le vois tout à fait, la personne qui a fait ton affiche, Cindy Canavé, c'est aussi la personne qui a fait mon affiche. En fait, voilà, l'idée qu'il pourrait y avoir, c'est des talents anciens, des talents posés, on en connaît tous. Casa, puisque tu en parlais, c'était quelqu'un qui avait aussi fait notre affiche, notre parrain. Voilà. Par contre, les petits auteurs, les petits illustrateurs, les petits nouveaux, en fait, à qui il manque l'adoubement des salons, ça manque. Et c'était un petit peu l'idée de Stéphanie Nicot en disant on ne va pas mutualiser nos moyens, on va mutualiser notre visibilité. En disant telle personne est peut-être nouveau, a peut-être sorti 1-2 livres, a fait des illustrations pour une couverture ou 2 affiches. Ça vaut le coup parce qu'il y a quelque chose, on va se mettre d'accord sur cette personne-là en disant celle-là, c'est la prochaine tête d'affiche pour toute une année. Et effectivement, c'est pas con. Parce que si l'ensemble des salons petits et grands mettent en avant une personne, ça imprime dans l'esprit des lecteurs qui vont s'intéresser à cette personne-là. À tort ou à raison, hein, on a tous aussi... on a connaissance de personnes qui avaient beaucoup de talent et qui finalement n'ont rien fait de ce talent-là. Mais ça vaut le coup aussi de pouvoir porter des personnes sur le devant de la scène en disant c'est un nouveau, il va prendre la place des grands parce que les grands au bout d'un moment ils vont mourir. Et c'est con. Le but c'est de faire vivre des personnes qui sont présentes et vivantes. On s'arrête là peut-être? Oui. On a tenu 1h30, donc on est pile poil dans les temps. Moi je trouve que sans le public on n'aurait jamais tenu autant. Ouais. Merci public nombreux et attention.